Depuis 1995, la professeure Myrlande Hippolyte Maniga a présenté à travers son ouvrage un plaidoyer scientifique et édifiant pour une nouvelle constitution. Les débats doctrinaux qui s'ensuivent démontrent la nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution au lieu de recourir à des amendements qui, nous le savons tous, n'ont fait que désacraliser davantage la loi mère. Elle est taxée de constitution de crise, de constitution d'instabilité, de constitution d'exclusion, et que savons-nous encore? Le temps, les circonstances, les impondérables, les évolutions non prévues et non anticipées, les contraintes intrinsèques, les nouvelles exigences sociales et politiques ont eu raison d'elles. Ces lacunes dénoncées qui entravent la stabilité et qui ont permis de voir qu'il n'existe pas suffisamment de conditionnement d'armes réciproques entre les pouvoirs de l'État obligent le retour vers le constituant originaire qu'est le peuple haïtien qui aura à manifester et à imposer sa volonté souveraine sur l'opportunité de définir de nouvelles règles pour sa cité. L'avant-projet de la nouvelle Constitution doit être la préoccupation de toute la nation. Il s'agit du premier acte formel d'une communauté établissant la volonté effective de vivre ensemble. Si la Constitution de 1987, malgré les imperfections, a bénéficié d'une adhésion historique du peuple haïtien, soit 99,18% de votants, il n'en demeure pas moins que la nouvelle Constitution, en vertu de l'impact de tels actes sur l'avenir de la République, doit être légitimée par une expression populaire favorable et confortable. Pourquoi il est fondamental que toutes les élites du pays, que toutes les lignes structurantes de la société s'approprient de l'avant-projet et de faire des recommandations utiles, non partisanes, non claniques et transcendantes au comité consultatif indépendant dont le travail remarquable et courageux est à saluer. C'est en vertu de cette conscience que l'unité de lutte contre la corruption s'invite dans le débat et compte l'influencer conformément à sa mission légale de conférer des conseils au pouvoir public pour une meilleure prévention et répression de la corruption et de recommander toute réforme législative en la matière. Dans cette logique, l'ULCC formulera des observations allant dans le sens de la conservation des acquis et de l'amélioration des conditions favorables à la répression de comportements contraires à l'éthique, à la transparence et à la bonne gouvernance. Se référant à l'avant-projet de la nouvelle Constitution, l'unité de lutte contre la corruption croit que l'immunité parlementaire doit être mieux encadrée dans le sens de l'allègement. Il faut un équilibre approprié entre cette immunité nécessaire et la possibilité de poursuivre les parlementaires pour toute éventuelle infraction de corruption. Sur ce point, qu'il soit entre autres mentionné que la commission d'actes de corruption constitue une raison suffisante pour la levée de l'immunité. En ce qui concerne la décharge, notre analyse nous permet de formuler de sérieuses réserves sur la définition stipulative. L'ULCC croit qu'au lieu d'assouplir jusqu'à rendre quasi insignifiant l'obligation de décharge, il faudrait, en plus
de l'élever au rang d'indispensable, accorder compétence exclusive en la matière à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Sur la déclaration de patrimoine prévue à l'article 280 de l'avant-projet de la nouvelle Constitution mise en discussion, l'USCC recommande fortement, d'une part, qu'un mécanisme de sanction plus ferme et plus contraignant soit établi pour les contrevenants, et d'autre part, qu'au même titre de la décharge, la déclaration de patrimoine soit une condition obligatoire de recevabilité de la candidature à un poste électif et d'éligibilité à un nouveau mandat aux fonctions judiciaires. Elle croit en outre que cette obligation doit également s'étendre à toute personne assujettie et appelée à être membre du gouvernement ou prétendre devenir un haut fonctionnaire de l'État ou de siéger à un titre ou à un autre au Conseil des ministres ou dans une institution indépendante. Parmi d'autres réserves que vous aurez l'occasion de voir, nous faisons un plaidoyer crucial pour l'indépendance de certains organes de contrôle étatique, notamment l'unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, l'Inspection générale des finances, l'unité centrale des renseignements financiers et l'Office de management des ressources humaines. Cette indépendance sollicitée serait en parfaite harmonie avec les dispositions de l'article 3.4 de la Convention interaméricaine contre la corruption et celle de l'article 6 de la Convention des Nations unies contre la corruption, ainsi que les différents rapports d'examen d'Haïti au sein de l'OEA et de l'ONUDC qui ont toujours plaidé pour le renforcement de l'indépendance des différentes institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Affranchir les organes de contrôle sudits de toutes les contraintes généralement quelconques qui peuvent obstruer leurs actions, leurs démarches, leurs missions et leurs actes lancerait un signal fort allant dans le sens de la bataille acharnée que conduit ce gouvernement contre le fléau de la corruption qui fait obstacle majeur au développement économique et social du pays. La nouvelle constitution. Quand on essaie de comparer la constitution de 1987 et certainement la constitution de 1987 amendée à la nouvelle constitution et on regarde les difficultés et de son implémentation surtout, et on regarde, et ce que l'on a vu, c'est que avec la constitution de 87 ou la constitution de 87 amendée, il y a une multiplicité d'élections. Et je vous donne un exemple. Il y a des sénateurs qui sont élus pour 2 ans, pour 4 ans et pour 6 ans. Un président est élu pour 5 ans. Le député, les maires sont élus pour 4 ans et les CASEC sont élus pour 4 ans. En peu de mots, dans un cycle de 5 ans, on devrait avoir normalement 3 élections. Et c'est la grande difficulté du pays, parce que les élections, depuis quelque temps, coûtent extrêmement cher. Le coût des élections de 2015-2016 était d'environ 100 millions de dollars. Les élections actuelles et qui sont en cours, le budget pour ces élections, c'est de 125 millions de dollars si ces élections vont être réalisées avec la Constitution et sous l'égide de la Constitution amendée. Mais quels sont les problèmes occasionnés par ces multiplicités d'élections? Puisque quand on n'arrive pas à faire toutes les élections, on se trouve à un certain moment où le Sénat, quand on n'a pas eu les élections de 2 ans, donc le Sénat passe de 30 à 20 à un certain moment.
Et quand on arrive à la 4e année du mandat du président de la République, la Chambre des députés, puisqu'il n'y a pas d'élection, devient dysfonctionnelle, puisque les mandats des députés arrivent à terme. Donc automatiquement, le Parlement devient dysfonctionnel et avec 10 sénateurs. Certains peuvent penser que c'est la première fois que ça arrive, non? On a eu la même expérience en 1995, et je crois avec le président Préval, et je crois qu'à l'époque, c'était le sénateur Gardy Leblanc qui était le président du Sénat. Donc on a eu l'habitude de ces problèmes parce qu'il y a un problème d'implémentation de la Constitution. Ça, c'est un premier problème lié au coût et à la multiplicité des élections. Autre élément de problème dans l'implémentation de la Constitution, c'est la question du CEP qui est en débat aujourd'hui. Depuis la Constitution de 1987, il est prévu un conseil électoral permanent. Donc il devrait y avoir un conseil électoral provisoire dans les dispositions transitoires et, une fois qu'on ait les élections, mettre en place le conseil électoral permanent. La procédure était, avant l'amendement, qu'il fallait y avoir les élections locales, avec les ASEC, etc., monter les assemblées au niveau des départements à travers des élections indirectes, et ces assemblées devraient choisir des personnalités dans les différents départements, et ces personnalités, on devrait envoyer des noms au président de la République, et qui devraient arriver au Conseil électoral permanent. On n'a jamais eu d'élection locale, presque, peut-être une seule fois. Donc, on n'a jamais pu appliquer la mise en place du Conseil électoral permanent. Et c'est pourquoi, dans l'amendement de la Constitution en 2012, il y a une autre procédure. On dit que c'est les 3 pouvoirs qui nomment les membres du Conseil électoral provisoire. 3 dans le pouvoir exécutif, 3 le pouvoir judiciaire et 3 par le Parlement. La tentative récente du président Jovenel Moïse est la 4e tentative de la mise en place du Conseil électoral permanent sous l'égide de la Constitution amendée. On a toujours l'exécutif qui nomme 3 personnes, le pouvoir judiciaire nomme 3, et les parlements, pour une raison ou pour une autre, refusent de s'entendre, parce que c'est le Sénat et la Chambre des députés qui doivent se réunir pour choisir 3 personnes et les désigner pour les envoyer au président de la République. Ça n'a jamais pu avoir lieu, donc on n'a jamais pu avoir de conseil électoral permanent. 3 tentatives, je crois, sur Martelly, et le président Martelly depuis la mise en place de la Constitution amendée, et une tentative récemment, etc. Mais on doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que dans la tête de la majorité des hommes et des femmes politiques, pour contrôler les élections, il faut contrôler le Conseil électoral provisoire et le Conseil électoral. Et si on contrôle le Conseil électoral, donc on a une chance. Mais ça va plus loin. C'est que le Conseil électoral permanent, les membres sont nommés pour 10 ans. Donc, si on nomme un Conseil électoral permanent pour 10 ans, on a moins d'influence. Tandis que si on va vers un Conseil électoral provisoire, c'est seulement pour 1 ou 2 élections. Donc, on retourne constamment aux dispositions transitoires pour avoir des conseils électoraux provisoires. Ainsi, ça continue. Ça fait plus de 35 ans. Et quand on regarde les crises des 30 dernières années, particulièrement sur les 20 dernières années où on a eu des élections et qu'on passe d'un président élu, transition, c'est toujours un petit peu la même chose. Pas de conseil électoral provisoire, Parlement devient dysfonctionnel, etc. Donc, dysfonctionnel. Donc, on a toujours les mêmes problèmes à répétition. Maintenant, en tant que nation, c'est comment résoudre et adresser ces problèmes. Je crois qu'au niveau de la population haïtienne, il y a un consensus qu'il faut une constitution. Et d'ailleurs, le directeur vient de le dire tout à l'heure. Et
beaucoup d'experts en matière de constitution ont déjà prédit qu'il faut une autre constitution, etc. Donc 86% de la population, selon des enquêtes, disent qu'il faut une nouvelle constitution. Mais si vous écoutez l'opposition politique, vous allez entendre qu'il faut une conférence nationale souveraine, et dans la conférence nationale souveraine, il faut une nouvelle constitution. Et les tentatives pour essayer d'amender la constitution selon ce qui est prescrit dans la constitution tournent toujours en échec. Donc, le président a pris ses responsabilités et il a décidé de se lancer dans le processus de l'amendement de la constitution, avec la création du CCI, et qui aujourd'hui a soumis à la nation haïtienne un avant-projet. C'est un texte qui est en discussion dans la société. Le texte n'appartient plus au CCI, c'est à la société, c'est à nous, les leaders, qui doivent influencer, utiliser des groupes d'influence, comme le directeur est en train de le faire, pour faire des plaidoiries. À partir de ces plaidoiries, sortir des recommandations, et de la force de ces recommandations, le CCI devra les prendre et les intégrer dans le texte qui devra être le texte final. Un autre aspect qui est lié au coût, c'est le coût même pour la nation haïtienne. On a eu des élections en 2015-2016 et j'ai eu à faire un travail sur les élus et les partis politiques et de manière générale. En 2015-2016, il y a eu 166 partis et regroupements politiques agréés par le CEP. 166. Il y a eu 120 partis politiques et regroupements qui ont désigné des candidats. Vous voyez, dans les 166 agréés, 120 ont envoyé des candidats, donc il y a une différence d'à peu près 46. Et de ces 120 qui ont envoyé des candidats aux élections, on a eu 57 partis à avoir des élus, dont une vingtaine avec des députés et des sénateurs. C'est la situation des élections en Haïti. Et on a eu un total de 6 844 élus à travers le pays. Vous entendez très souvent parler de 30 sénateurs, 119 ou 118 députés. Vous oubliez qu'il y a eu 139 cartels de magistrats à 3 personnes. Il y a eu 572 cartels de CASEC à 3 personnes. Sans oublier les délégués de ville, sans oublier les ASEC qui devaient former les assemblées. Et dans ce nombre-là, ça n'inclut pas les élections indirectes pour les élus, etc., et de les élections indirectes. Vous comprenez ce que ça représente comme coût pour la nation dans le budget national. Avec la nouvelle constitution, le texte proposé, si ça passe au référendum, on passera de 6 844 élus à 931 élus. Je vais expliquer un petit peu. Et dans les 931, il y a d'autres débats qui rentrent en jeu. Par exemple, on aura éventuellement, les partis politiques le réclament, le texte n'a pas de Sénat, c'est une chambre monocamérale dans le texte, mais les partis politiques font beaucoup de pression pour qu'il y ait un parlement bicaméral. Le président a fait un discours le 7 février pour supporter le parlement bicaméral. Donc éventuellement, on aura un Sénat, peut-être pas avec autant de pouvoir, peut-être pas avec... Mais on aura un Sénat, même peut-être réduit, mais on aura un Sénat. C'est le vœu de la société. Donc, déjà, vous voyez l'orientation que prend déjà le texte. Je vais accentuer sur un élément, c'est les femmes dans la politique haïtienne. On a eu, vous avez entendu, une seule sénateur femme et 3 députés femmes. Mais en réalité, il y a eu, dans les 6 844 élus, il y a eu 2600 femmes élues. Pourquoi?
c'est parce que dans le décret électoral de 2015, c'était obligatoire que dans chaque cartel, qu'il y ait une femme. Donc, une femme dans le cartel magistrat, une femme dans les cartels de Kazek, etc., etc. C'est pourquoi il y a eu des femmes. Mais comprenez bien, il y a eu très peu de femmes comme premier magistrat. Donc, il y a un risque aussi, puisque la nouvelle constitution élimine les cartels, plus de cartels de magistrats, plus de cartels de Kazek, ce sera une seule personne, éventuellement. Mais il y a d'autres pressions qui se font dans d'autres sens. Donc, on risque aussi, avec cette nouvelle constitution, malgré que l'ancienne, en fait, la constitution actuelle en vigueur parlait de 30% obligatoire, mais dans les nominations, c'est facile de respecter les 30%, mais dans les élections, notre société, de sa structure, c'est une société machiste, c'est une société patriarcale, c'est une société où, quand on est dans les élections sur le terrain, les femmes n'arrivent pas très souvent à résister à la violence dans les élections locales. Il y a une violence énorme dans les élections locales. Et aussi, c'est une société qui ne supporte pas les femmes candidats en matière de financement électoral. Parce qu'il n'y a pas bien. Donc, on investit dans celui qui a les moyens pour gagner. En fait, je parle des moyens comme la violence, par exemple. Donc, on a un défi, et c'est pourquoi le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits de la femme, le président m'avait donné un mandat, c'est d'étudier la possibilité d'arriver à ce qu'on appelle les sièges réservés aux femmes. C'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. En d'autres termes, s'il n'y a plus de cartel, donc on risque, au lieu de créer, de faire un bien, de faire un mal pour femmes, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de femmes éventuellement élues, parce que si on reproduit une femme sénateur, 3 femmes députées, etc., donc on peut avoir une femme ou 2 femmes magistrats, on peut regarder l'ancienne pour voir combien de femmes qui étaient premiers magistrats, etc., et puis on peut continuer. Donc, la question de siège réservé, c'est quoi? C'est que si l'on prend les 35% qui est demandé au minimum de la participation des femmes dans les élections, eh bien, on a par exemple aujourd'hui 118 circonscriptions pour les députés. Eh bien, carrément, on dit qu'il y a 35% de ces députés doivent être des femmes. Il va y avoir des élections, les partis politiques doivent envoyer uniquement dans ces circonscriptions des femmes. Donc, avec ça, on a une garantie que, oui, on va voter, mais on aura à voter aussi les femmes et on aura obligatoirement des femmes élues et députées. Et c'est en ce sens que, dans le document qu'on a rendu public récemment, il y a plusieurs façons de le faire. Et au Rwanda, on prend 30% de ce qui existe, et puis on fait des élections indirectes, et on a effectivement 30% de femmes. Et il y a d'autres formules où l'on peut, dans les 118 circonscriptions, on fait un tirage au sort, et toutes les circonscriptions qui sont sorties dans le tirage au sort pour des femmes, on demande aux partis d'envoyer des femmes, mais cette formule écarterait systématiquement des groupes d'hommes qui auraient pu gagner dans une circonscription quelconque. Donc, on a rejeté aussi cette formule. Et la formule qu'on a plus ou moins suggérée, c'est qu'on ajoute 35% de circonscriptions de femmes aux circonscriptions existantes. Donc, c'est un débat
Et des organisations sont en train de débattre dessus, et c'est des recommandations qui vont aller directement au CCI pour l'intégrer dans le texte. Donc c'est pour dire que le texte de la Constitution que l'on a aujourd'hui, encore l'avant-projet, c'est un document de travail qui est soumis à la société pour des réflexions et à la société de retourner des recommandations formelles au CCI, qui est le comité consultatif indépendant, qui doit regarder ces recommandations, la pertinence et le poids social de ces recommandations, de les intégrer et certainement pour mobiliser beaucoup plus de gens pour le référendum. Et c'est pour cela, et dès mon arrivée, il y a eu beaucoup de réflexions parce que le référendum était prévu pour le 25 avril. On a dû réfléchir et s'entendre avec le CEP et l'ensemble des organes en charge de l'organisation du référendum et des élections pour repousser le référendum au 27 juin, question de donner beaucoup plus de temps à la société de débattre, de comprendre le texte. Et le texte aujourd'hui est créole français, donc quelle que soit la langue, et dans la langue où vous êtes plus à l'aise, vous pouvez lire le texte, comprendre le texte, faire des débats, mobiliser, etc. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais souligner, c'est la question des élections. Parce qu'en fait, il faut arriver aux élections. Et pourquoi? Imaginons le 7 février 2022, le mandat du président Jovenel Moïse arrive à terme et qu'il n'y ait pas d'élection. Je crois que c'est la première fois, dans les 30 dernières années, à part les coups d'État, etc., qu'on va arriver à une situation où on n'a aucune formule pour choisir un président de la République de la Constitution haïtienne. Pourquoi? Parce que dans les 4 premières années, c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre et le cabinet et son cabinet qui ont 120 jours pour organiser les élections dans le cadre de vacances présidentielles. Et dans la 5e année, s'il y a vacances, c'est le Parlement, dans la Constitution amendée. Dans l'ancienne Constitution, c'était la Cour de cassation qu'il faut aller pour trouver un juge. Dans 87 amendé, c'est le Parlement qui doit se réunir en Assemblée nationale pour élire un président à la manière de Jocelyn Brivet. Il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Et on comprend le chaos. Et aujourd'hui, la nation haïtienne a une responsabilité d'éviter ce chaos. Je crois que la dernière fois que j'ai lu dans l'histoire qu'on avait une situation pareille, c'était en 1956, au départ du président Magloire. Et je crois que dans cette année 1956-57, il y a eu à peu près 4 présidents. Et dont l'un, il y a eu un juge, il y a eu Fignolet qui a passé un mois, etc. Et on comprend qui aura et comment on aura un président de la République. Donc les élections, ce n'est pas un si ou si c'est possible, si ça doit se faire. Les élections, c'est une obligation pour la nation haïtienne. Parce que ce que l'on doit comprendre, on est dans une période, un temps particulier dans le monde. Covid, l'Europe est fermée, le Canada est fermé, les États-Unis avec des problèmes, etc. Imaginons, il n'y aura pas de MINUSTA, il n'y aura pas de force internationale à venir nous aider. Qui aura le pouvoir et comment cette personne arrivera au palais national? Je pense qu'à chaque fois qu'un Haïtien commence à réfléchir dans ce que nous sommes aujourd'hui, et imaginons, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de transition de rupture, c'est des beaux mots. Mais qui arrivera au pouvoir? Et comment? Par quelle méthode? On n'est même pas dans la situation où il y avait, dans le temps, une force, des forces armées d'Haïti,
qui contrôlait une nation et où un général pourrait se dire, écoute, le shérif is in town, le shérif est dans la ville. On n'a pas ça. Donc c'est pourquoi, au niveau gouvernement, toutes les dispositions sont en train d'être prises pendant que le président est engagé dans le dialogue, pendant que le président continue de discuter, pendant que le président continue de recevoir les leaders politiques, leur parler pour avoir un dialogue, mais les mises en place pour arriver aux élections continuent. Donc le processus continue, les mises en place continuent et les élections vont continuer. Pourquoi? Parce que les élections, c'est le pont vers la paix, c'est le pont vers la stabilité. C'est seulement quand on aura des leaders élus constitutionnellement qu'on peut commencer à penser au développement économique. Donc la question, pour conclure, c'est pourquoi des hommes politiques ont peur des élections. Si je suis un leader politique, j'ai un parti politique, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur des élections? Pourquoi ne pas faire des alliances autour d'un candidat unique? Demander à la population de vous supporter. Pourquoi la transition? Regardez le processus. Moi, j'ai dit à tous ceux qui refusent de rentrer dans le processus électoral que je peux donner une garantie. Si le président Jovenel Moïse voulait manipuler les élections, il ne ferait pas choix de moi. J'étais un opposant. J'ai milité contre le président. J'ai milité pour qu'il y ait de bonnes élections. Mais à un certain moment, quand il a gagné les élections, j'ai reconnu qu'il a gagné après 2 élections. Il est le président élu, il doit faire son mandat. Et maintenant, on est dans une année électorale. Il faut que l'on fait tout ce qu'on peut en tant que pouvoir pour réaliser les élections et pour que des élus remplacent des élus. Ça veut dire pour que le 7 février 2022, qu'il y ait des hommes et des femmes élus pour remplacer le président élu.